Regardez, l'entrée est minuscule et c'est pourtant par ici que je vais devoir me faufiler pour découvrir la cave carrière de la Croix qui s'étend sur 700 mètres de galerie. C'est parti! Il faut être svelte pour se faufiler. Nous sommes en fait ici dans la partie 17e de la carrière et on comprend comment la pierre était extraite à l'époque. Et oui Ariane, ici on a donc la masse calcaire qui a servi à la construction de Paris. Donc on a des bâtiments comme l'Hôtel des Invalides, le Palais de la Bourse, les quais Saint-Bernard qui ont été construites avec la pierre d'Ivry en partie. Et une grosse partie aussi des bâtiments haussmanniens du 19e siècle. Mais ça s'est totalement effondré, je comprends mieux pourquoi le site est fermé au public là depuis 2018. Et heureusement que le loto du patrimoine vient vous filer un coup de main. Vous avez été sélectionné et vous allez pouvoir faire quelques travaux à présent grâce au financement qu'on va vous allouer. Oui Ariane, en fait effectivement on a énormément de problèmes de stabilité ici. Les travaux sont conséquents puisqu'on a une dizaine de piliers maçonnés à faire et surtout tu as pu voir que l'entrée est très étroite. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi de pouvoir créer un vrai accès à tout public. Même les personnes à mobilité réduite, les enfants, tous les publics. Mais dis-moi, là, c'est pas consolidé encore. Je suis pas très rassurée, tu me fais faire la visite, t'as pas le droit. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de vrai risque. Aujourd'hui, c'est plus de la prévention et de la mise en sécurité pour pouvoir créer cet espace recevant du public et créer un espace muséographique adapté. Mais combien ça va coûter de faire tous ces travaux-là de restauration ? On a à peu près un budget de 500 000 € qui est prévu. Heureusement, on a la région quand même qui nous aide beaucoup puisqu'on a une enveloppe de 100 000 € qui est prévue en participation et le reste, ça va être une partie les municipalités mais aussi beaucoup le loto du patrimoine. Tout ce qu'on sait, c'est que depuis 2018 que le loto du patrimoine existe, on a 70% des sites qui ont été financés tout ou partie. Donc c'est quand même un bon espoir. Waouh, mais ça s'ouvre tout d'un coup là, c'est fou cette différence d'espace. Quelle est l'histoire de ces carrières finalement ? Alors ici, effectivement, on est sur une carrière qui est à l'origine une carrière médiévale du XIIe ou XIIIe siècle, abandonnée rapidement au XVIIe et a été reprise tout début XIXe, fin XVIIIe pour servir de réseau de cave à vin en reliant les deux carrières existantes. Parce que l'avantage, c'était qu'on avait une conservation du vin qui était idéale au même titre que dans les caves de Bordeaux. Ah oui, regarde, il fait sacrément frais, non ? Il fait à peu près 13 degrés toute l'année et on a beaucoup d'humidité, donc c'est des conditions qui sont optimales pour la conservation du vin. Et donc du coup, voilà, ce projet a abouti très rapidement puisque dès 1815, il est mis en service. Et là, on met plus du vin à stocker ici pour le faire bien vieillir ? Non, il a été entièrement bu. Ah, c'est toi bien, on va aller vérifier quand même. Et donc là, Ariane, à partir d'ici, on va devoir s'équiper. Donc je te donne un casque avec une lampe, puisqu'à partir de maintenant, on va arriver dans la partie où il n'y a plus d'éclairage électrique. Et ça fait partie justement des projets d'aménagement avec le loto du patrimoine. Et c'est là, on fait un peu de spéléo, c'est parti. Oh là là, quelle aventure, on se croirait dans un Indiana Jones là presque. Quasiment, oui. Et voici la fameuse cave à vin, hélas dépourvue de ses bouteilles. Ouais, oui, forcément, ça a été arrêté d'activité autour de 1850. Donc aujourd'hui, il reste uniquement le lieu, le contenu a disparu. Mais au niveau architecture, c'est quand même assez bluffant, intéressant, non ? Ouais, c'est vraiment typique des caves à vin, c'est-à-dire qu'on a des ventilations au-dessus qui permettent la circulation d'air pour éviter que les tonneaux en bois pourrissent trop vite. Et on a une ouverture qui à l'origine était fermée par une grille et les locataires qui venaient stocker leur vin ici pour alimenter les guinguettes parisiennes avaient leur propre clé. Mais quel est l'avantage de stocker en dehors de Paris son vin, ses aliments ? C'est une bonne question. En fait, effectivement, l'avantage principal, c'est que pour rentrer dans Paris à cette époque-là, il fallait payer une taxe sur le vin qui était l'octroi. Et le fait de stocker en dehors de Paris, on pouvait venir directement par la Seine avec les tonneaux, les décharger, les stocker dans la carrière. Les Parisiens sortaient de Paris pour aller dans les guinguettes pour consommer le vin et ils re-rentraient une fois qu'ils avaient consommé, et donc personne ne payait l'octroi. D'accord. Et là, encore moins aujourd'hui. Je peux pas m'empêcher là de vouloir m'engouffrer dans ces galeries, c'est très attirant. Il n'y aurait pas des mythes, des légendes autour de ces carrières, peut-être quelque chose de magique, non ? Ou un monstre ? Non, heureusement, et il n'y a rien qui fait peur ici à part l'obscurité. Tiens, encore une nouvelle pièce. Mais qu'est-ce que c'est que ce puits ? À quoi ça sert ? Faut jeter une pièce et faire un vœu, non ? Non, pas du tout, Ariane.
En fait, ici, c'est un silo à grains qui fait 60 mètres cubes. L'objectif, c'était de pouvoir stocker du blé et de la farine pour les Parisiens. On est sur une période, on est à peu près en 1820, où on a traversé plusieurs famines, des révolutions, et donc on cherche à tout prix des moyens de stocker et de conserver les denrées alimentaires. L'objectif, c'était d'en faire une centaine comme ça, pour pouvoir alimenter tout Paris pendant un an. Mais c'est quoi là, ce gros filament? Me dis pas que c'est des racines? Si, Ariane, c'est les racines des arbres qui sont en surface. On a 15 mètres de recouvrement jusqu'à la surface, mais effectivement, les acacias qui sont en haut viennent chercher l'eau et donc les racines arrivent à transpercer la roche sur toute cette profondeur-là. Mais ça risque pas d'envahir la carrière entière? Non, ça ne va pas envahir, mais par contre, effectivement, c'est aussi un sujet d'inquiétude et qu'on surveille régulièrement et on entretient pour éviter que ça crée des désordres. Et au-dessus de notre tête, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses. Il y a une partie, c'est des espaces verts. Il y a une partie, c'est le talus. Et puis il y a une petite partie où effectivement, c'est des pavillons ou l'office HLM. Donc tout a été déjà consolidé sur cette partie-là. Ce qui reste à consolider, c'est principalement la galerie d'accès et la partie sous les espaces verts. Oh, alors là, c'est vraiment le clou du spectacle. Mais quelle est cette curieuse coupole si haute? Ouais, c'est une coupole qui fait 15 mètres de hauteur à peu près, 8 mètres de diamètre, qui a été maçonnée intégralement au moment de la création des caves et qui participait à tout le système de ventilation pour éviter que les tonneaux de vin pourrissent. Il y a eu une occupation allemande aussi ici, non? Oui, tout à fait. Ici, ça a été un site qui a été réquisitionné par l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale pour stocker de l'huile moteur et des munitions. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne voit plus la surface. Le site a été dallé complètement par des dalles de béton armées autour de 1944. Mais c'est curieux, ça, on dirait une croix de Lorraine. Ouais, c'est une croix de Lorraine, effectivement. Ici, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu donc l'occupation allemande qui est venue, qui avait réquisitionné une partie du site. Mais c'était seulement une portion de la carrière et le reste de la carrière était libre. Et donc on avait la résistance qui avait occupé les lieux, et notamment pour cacher des juifs pendant l'occupation et qui profitaient du fait qu'il y avait un chevrier qui utilisait ces vides pour faire dormir les chèvres à l'abri la nuit. Et il cachait effectivement des personnes dans l'étable. À l'arrêt de l'activité cave à vin, ici, ça a été utilisé pour cultiver du champignon de Paris et aussi stocker des tonneaux de bière par un brasseur. Alexis! Je suis complètement perdue. Là, je commence à avoir peur. J'ai plus rien que le micro, j'ai que ma caméra là. Et ma lumière. Oh. Au secours! Alexis! Ah! Mais tu m'as fait une peur! T'es sérieux quoi? Tu me laisses pas comme ça dans un tunnel! Mais non, t'inquiète pas. Tu as tous les fossiles qui sont présents. Et donc on a ce qu'on appelle le grignard, qui est une roche qui est de assez mauvaise qualité à cet endroit-là particulier, qui va servir principalement à faire du remplissage dans les maçonneries, etc. Mais c'est intéressant parce qu'on voit vraiment toutes les coquilles qui composent le calcaire qui a construit Paris. Ce site quand même est fantastique, hein. À chaque fois, je regarde à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. C'est un théâtre magnifique pour, j'imagine, des films, des concerts, je ne sais pas. On a plusieurs films qui ont été tournés ici et le dernier en date, c'est notamment le Comte de Monte Cristo. Mais non. Avec Pierre Ninet, tout à fait. Ouais. Ici, là, juste dans cette ici, coupole, par exemple. On est à l'emplacement exact du trésor des Templiers. Mais une fois que ça sera rénové, vous allez proposer de nouveaux ateliers, notamment aux plus jeunes? Tout à fait, on a un public quand même très très large qui est visé, mais on focalise quand même beaucoup aussi sur les jeunes, les sensibiliser à travers des ateliers d'initiation à la taille de pierre, des moulages de fossiles pour les initier à la paléontologie aussi, en partenariat avec des géologues et des paléontologues, et de la microculture de champignons pour alimenter les cantines scolaires. Et pour les plus aventureux d'entre vous, sachez qu'il y aura également un parcours de spéléologie qui sera proposé, mais pour ça, il faudra s'armer d'un tout petit peu de patience et attendre que le site rouvre ses portes, sa grande porte maintenant, à l'horizon 2027. Bye bye.